Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je suis Karim Jafour, conseiller économie numérique à la CCI Alsace-Eurométropole et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire aujourd'hui consacré à l'identité visuelle pour sortir du lot. Pour une entreprise, une petite entreprise, comment construire cette identité visuelle, comment elle se compose, et puis quels sont les éléments importants à prendre en compte. Alors, j'ai juste un retour. Donc, ça fait partie d'un cycle de webinaires que nous proposons à la CCI Alsace. Et donc, pour parler de cette thématique, j'ai choisi de faire appel à des professionnels, donc l'agence Ben Joe, qui est basée à Strasbourg, donc Benjamin Mira et Joseph Fontana, qui présenteront l'agence et qui se présenteront également. Donc il faut compter à peu près 1 heure pour cette présentation. C'est un petit peu plus long que d'habitude, mais on laissera de la place à des questions en fin d'intervention. Je vous demanderai de couper vos micros pour éviter les bruits parasites, s'il vous plaît. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai par mail le lien vers le replay si vous le souhaitez. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, dans l'outil de conversation. Elles seront prises, elles seront traitées par Ben et Jo en fin d'intervention. Voilà, je vais laisser la parole à Benjamin et Joseph. Merci beaucoup. Du coup, bonjour à tous. Merci à Karim et merci à CCI du coup de nous donner ce temps de parole autour de cette thématique-là. C'est une thématique qui est relativement large pour ce format-là, mais on a cherché en tout cas à vous apporter le maximum de conscience pour que vous puissiez aborder cette question avec le plus d'outils possible. On est très heureux d'être là. Le but, c'est vraiment de vous apporter des clés qui nous paraissent essentielles pour vous permettre après de progresser dans le domaine et d'appréhender un peu le monde de l'identité de marque et comment ça peut être une force pour sortir du lot par rapport à la concurrence et par rapport aux autres secteurs d'activité. Voilà, pour commencer, on vous présente brièvement l'agence. Du coup, moi c'est Ben, je suis cofondateur, voilà, je suis directeur artistique, designer graphique, illustrateur, pas mal de palettes et du coup je suis associé avec Joe. Voilà, moi j'ai un parcours de communicant, aussi de designer graphique et de directeur artistique au sein de l'agence. Donc on a des profils qui sont très complémentaires avec Ben et qui fait qu'en fait depuis maintenant 5 ans et demi, on œuvre dans le secteur humblement en essayant d'apporter un peu notre pierre à l'édifice. La particularité un peu de l'histoire de notre agence, c'est que c'est vraiment basé sur une amitié. Donc on s'est rencontrés sur les bancs de la fac et on a vraiment nourri l'envie ensemble de monter un projet. Et surtout, ce qui nous a vraiment porté comme envie, c'est de créer une agence qui est basée sur ces valeurs d'amitié, de l'honnêteté, de la sincérité, de la transparence, de la confiance. Et c'est ce qu'on essaye aussi à apporter vers nos clients, vers le public et de construire un petit peu un environnement sain et assez vertueux. Donc nous, on aime bien se nommer agence de communication engagée ou créative, tout dépend un petit peu sur quel point on veut mettre l'accent. Engagée dans le sens où vraiment on va mouiller le maillot pour nos clients, on va vraiment se donner à fond, on va s'investir au maximum pour eux. Et c'est dans ce sens-là qu'on cherche à être engagé. Alors, il y a aussi la notion d'engager, de sens un peu plus large, à réfléchir un petit peu sur quel papier on va utiliser, quelle encre, etc. aussi sur un aspect écologique. Mais vraiment, ce qui nous marque le plus, c'est cet investissement qu'on va avoir. Pour bien communiquer, il faut comprendre et connaître. L'un ne va pas sans l'autre. Et forcément, le meilleur moyen, c'est de fusionner avec nos clients, de bien comprendre leurs enjeux, leur dynamique, leur expertise et tout ce qui est hiérarchise de leur activité au quotidien pour pouvoir nous être les relais de confiance de l'expression de ces divers éléments. Ce qui fait qu'en fait, chacun de nos clients, pour nous, c'est qu'on les considère comme nos propres boîtes, entre guillemets, et on se demande au quotidien qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour faire avancer les choses, pour les aider et pour tirer le projet vers l'avant.
Du coup, nous, on est spécialisé en identité de marque, mais du coup, pour la création d'identité de marque, en fait, ça regroupe une palette de compétences pour qu'on puisse vraiment amener le projet à bien. Donc, on fait justement tout ce qui est étude, comprendre l'environnement du projet, comprendre aussi l'intention que va avoir le ou les porteurs de projet. Faire voilà, le ciblage, comprendre à qui on parle. L'ADN, on en reviendra plus tard, c'est cette idée de chaque porteur, porteuse d'un projet a une vision en lui qui transmet dans le projet. Après, ça se matérialise aussi par le nom de votre entreprise, le slogan qui peut être associé, un slogan de campagne aussi pour montrer une valeur ajoutée à un moment clé. Ensuite, la constitution d'une charte graphique qui va être l'élément qui va regrouper en fait toutes les règles d'usage de votre identité visuelle. Donc, on va retrouver le logo, les typographies, les codes couleurs et de comment on va utiliser tout ça pour avoir une vraie cohérence. Après, il y a tous les outils aussi qu'on décline, le logo, etc. Et on est toujours fort de conseil pour savoir aussi comment on peut communiquer, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Et puis, on a aussi tout un suivi de direction artistique quand on va solliciter des prestataires qui sont qualifiés. Par exemple, demain, vous avez besoin de faire une vidéo publicitaire. On va chercher des personnes qui sont compétentes dans le tournage de vidéos. Et nous, on est là en fait pour les assister, pour faire le brief créatif et surtout pour veiller à ce que la vidéo soit créative et qualitative. Donc voilà, il y a pas mal de projets, peut-être que vous connaissez dans le milieu de la start-up strasbourgeoise, alsacienne. Voilà, on en a cité quelques-uns pour vous montrer un petit peu voilà, ce qu'on fait en ce moment. Donc ici, en vert, la troisième image, on travaille avec Funethic, voilà, qui est une marque de cosmétiques bio engagée, qui a été des pionniers il y a 7 ans dans le bio, dans la cosmétique. Et il n'y a pas très longtemps, on a fait une refonte visuelle pour qu'ils puissent avoir un rayonnement encore plus national, qu'ils puissent voilà, avoir un vrai push-up dans leur projet, ce qui est du coup ce qui a été le cas cette année. Mais il y a plein d'autres projets comme Pure, etc. Alors, les compotes tout en bas à gauche, c'est un projet qui est en train de se monter avec Marie-Elisabeth de 360 degrés North. Donc on a aussi pas mal d'affinités avec différents prestataires du milieu de la communication, puisque nous en fait on est vraiment dans cette idée de mutualisons les compétences, chacun est bon dans un domaine, autant mutualiser et avançons ensemble. Et il y a aussi un projet qui est assez fort tout en bas à droite, c'est les Women Entrepreneurs. On a à la fois fait l'identité visuelle, mais on s'est aussi engagé dans l'association pour combattre en fait les inégalités entre hommes et femmes au sein des entreprises, que ce soit dans les postes à direction ou que ce soit au niveau de l'égalité du salaire. Voilà encore d'autres projets, la brasserie Trois Mâts, l'hôtel Anong, le Love Store des boutonnets. Voilà, c'est juste pour que vous ayez un peu de conscience, on va pas s'étaler trop longtemps dessus. Première chose, pour commencer, le plus important, c'est conscientiser le contexte environnant. Donc en fait, il faut savoir qu'en 2020, il y a eu plus de 10 000 startups en France qui se sont montées et il y a eu il y a plus de 20% chaque année. Donc c'est une progression qui est continue. On voit que chaque année, il y a de plus en plus de startups, de projets entrepreneuriaux qui se lancent. Il y a une vraie démarche en tout cas voilà, de pouvoir se lancer seul, de pouvoir monter son projet. Et c'est quelque chose qui est constant en France et qu'on peut aussi repérer dans pas mal d'autres pays. Cette démarche-là, en fait, on peut très bien la comprendre par une envie en fait sociale d'avoir beaucoup plus de liberté, de pouvoir en fait s'émanciper, on va dire, de la structure un petit peu triangulaire. On va avoir quelqu'un au-dessus de nous qui va nous donner des ordres et qu'on va exécuter. Il y a cette envie en fait de pouvoir avoir ses propres règles, de pouvoir se lancer, aussi de pouvoir se lancer dans un projet auquel on croit, où on peut y mettre toute notre passion, toute notre énergie. Et voilà, ces nouvelles startups, ces entrepreneurs-là ont vraiment cette envie-là de pouvoir, à la liberté, de faire ce qu'ils veulent et surtout voilà, de poser leurs propres règles et d'y croire au maximum, ce qui traduit aussi beaucoup d'engagement dans ces types de sociétés. La prise de conscience, elle est globale, hein, elle est sociétale. Les gens, de plus en plus, ont besoin d'apporter du sens, d'apporter des valeurs, en fait, à leur démarche, autant dans la consommation que dans l'entrepreneuriat. Ça explique aussi cette grosse tendance à entreprendre et à faire les choses de la manière qu'on entend, parce que c'est la meilleure manière d'y mettre du sens et d'y apporter de la valeur ajoutée.
ça se retranscrit aussi sur nos systèmes de consommation et sur nos axes. On voit l'émergence de nombreux labels, de nombreuses validations qui apportent aussi de la crédibilité, qui apportent un engagement au fait de vendre un produit, d'aller vers une démarche de consommation éthique et responsable, parce que les gens ont besoin de sens et ont besoin de mettre des valeurs derrière les actes qu'ils font au quotidien. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a un scepticisme qui s'est créé envers pas mal de consommateurs, hein, envers les lobbies, puisque il y a pas mal voilà, de médias comme Que Choisir, comme Capital, comme beaucoup d'autres, qui ont mis en valeur en fait, certains manques de transparence par rapport à des grandes entreprises, des grandes marques. Et du coup, voilà, il y a une sensation, voilà, en tout cas, on a pu identifier cette période de greenwashing où on mettait du vert partout, on utilisait le mot bio sans avoir le label bio. Donc il y a eu beaucoup de manipulation en fait au niveau de la communication auprès des consommateurs par ces grandes marques, qui a été identifié, qui a été reconnu, qui a été maintenant conscientisé et qui a du coup créé un certain scepticisme. Ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, les nouvelles marques, les startups, ont aussi un besoin de montrer patte blanche, de dire voilà, c'est pas que des mots quand on dit que notre projet il est éco-responsable, qu'il est bien pensé, qu'il est durable. Ben, je vais vous le montrer aussi par mes actes et je vais le montrer aussi par des nouveaux labels qui sont certifiés, qui sont qualitatifs, qui sont durs à avoir. Donc ça, c'est aussi un environnement qui est bon à conscientiser lorsque vous créez votre projet et que vous pensez à votre identité. Autre chose qui est bon à percevoir, alors nous, on a tendance souvent à vraiment regarder les signaux faibles, c'est-à-dire les avant-tendances et les nouvelles tendances de demain. Et la génération Z voilà, qui se déploie, qui arrive en force, c'est une génération qui est très particulière parce qu'elle a été vraiment bercée dans cette prise de conscience. Ils s'alimentent, ils grandissent avec cette prise de conscience-là. Et il y a beaucoup d'acteurs autour d'eux qui leur ont aussi apporté énormément d'univers graphique. En fait, c'est une génération qui, que ça soit au niveau culturel, donc là, par exemple, on a mis l'album de Nekfeu, un rappeur français qui est vraiment adoré par cette génération-là, qui en fait a osé des choses très particulières. Donc là, on retrouve l'album qui a été mis sous vide, sous un blister métallisé, un petit peu comme un médicament, comme les disques durs qu'on pouvait voir à l'époque, où ils ont apporté aussi un graphisme très poussé, très chargé. Il y a une grosse prise de risque. Et alors, vous allez peut-être me dire, effectivement, c'est dans le milieu culturel, il y a déjà on va dire une tendance à prendre des risques, c'est vrai, mais on est déjà passé un autre cap. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est que ça a marché auprès d'un très grand public. Mais il y a d'autres éléments qui sont aussi apparus. C'est par exemple Combini, donc qui est une chaîne d'actualité qui est très présente sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, qui a vraiment apporté en France une culture visuelle par leur identité visuelle, mais aussi par l'effort qu'ils avaient pour chaque vidéo de créer un jingle avec une composition, typographie colorée. Il y avait un jingle à la fin et un jingle au début de la vidéo. Et toutes ces petites choses-là font que l'environnement de cette génération-là est vraiment cadré d'une culture visuelle qui est beaucoup plus présente et insistante qu'on avait par rapport au passé. C'est le cas également de Snapchat, hein, qui, par l'ajout de filtres, où la technologie apporte une part esthétique, il y a une culture de cette esthétique qui est mise en vogue, mais aussi cette idée de l'instantanéité du message, de la construction d'éléments visuels pour communiquer, qui prend une démarche qui est de plus en plus forte et qui vient encore renforcer tout ce que vous venez de dire avant. Voilà, on a parlé de Snapchat, mais on pourrait aussi parler d'Instagram. Enfin, il y a beaucoup de réseaux qui sont utilisés par les jeunes, qu'on utilise aussi aujourd'hui, et qui sont ancrés par cette utilisation de graphisme, que ce soit des gifs, que ce soit des stickers, etc. Donc vraiment, dans notre quotidien, le graphisme s'impose de plus en plus, et l'éveil de celui-ci se fait constamment. Autre chose qu'on a pu remarquer, c'est le top en 2020 des téléchargements des applications. Donc parmi ce top 10, on a quand même 5 applications
où il y a une vraie valorisation du contenu visuel, que ça soit sur Facebook, où l'algorithme en plus il valorise de plus en plus les contenus vidéo animés, que ça soit Instagram qui est basé justement sur le contenu visuel et qui d'autant plus par sa construction à travers un feed implique de plus en plus une réflexion d'harmonie, de réflexion entre les posts pour que quand on va sur le profil, il y a quand même une esthétique qui est travaillée. Sur Snapchat, on l'a dit juste avant, avec les filtres, les stickers, voilà, toutes les pubs aussi qui sont vraiment pensées dans ce sens-là. Netflix, voilà, qui produit du contenu vidéo. C'est aussi intéressant de remarquer les séries ou les films qui sont produits par Netflix. On va voir qu'il y a vraiment un effort sur les génériques qui est fait, un effort graphique, mais aussi dans la prise d'image où il y a vraiment une recherche esthétique, des fois à défaut de sens ou de qualité de scénario, mais en tout cas sur les images, il y a toujours une recherche visuelle qui est assez forte et qualitative. Et TikTok qui explose de chaque jour, où voilà, c'est construit justement sur, comme peut-être ceux qui ont connu Vine, où on va présenter du coup des vidéos un peu marrantes, de l'entertainment, du divertissement pur. Donc, qu'est-ce qu'une identité visuelle? C'est une question qui est vaste, auquel on va essayer d'aborder de différents points, mais on va essayer de vous faire comprendre aussi quels sont les enjeux qui se cachent derrière elle, quelles sont les erreurs à ne pas commettre et quels sont les points de vigilance à garder à l'esprit tout au long de la vie en fait, de cette identité visuelle. Parce que ce n'est pas un acte que l'on fait à un moment T et qui perdure dans le temps, le début d'un chantier qui est en perpétuelle évolution et qui va vous permettre de vous construire et de vous révéler réellement. Du coup, la définition du mot marque, brand, c'est une marque constitue un ensemble de signes distinctifs reconnaissables. Quand on parle de brand en anglais, en fait, l'origine vient de ce besoin de pouvoir identifier en fait les bêtes qui sont en captivité. Voilà, vous imaginez quand vous avez 10 000, 15 000 vaches, il devient très difficile de pouvoir les identifier visuellement. Et du coup, il y avait ce besoin de les marquer à l'époque au fer chaud, aujourd'hui d'une autre manière, pour en fait savoir, en fait, telle vache correspond par rapport à ma fiche technique à ce chiffrage-là. Et du coup, c'était vraiment ce besoin de pouvoir identifier et reconnaître quand cela est difficile, on va dire, techniquement, visuellement, par les moyens qu'on a. On apporte une couche supplémentaire, un signe pour pouvoir l'identifier. Alors, on s'est amusé un petit peu à chercher, à lister un peu les logos qu'on pouvait trouver facilement, qu'on connaît un peu tous, qu'on a pu identifier. On a essayé de chercher d'aller un peu plus loin pour voir si on trouvait encore d'autres logos qui sont cette fois-ci un peu moins identifiables. Et encore une fois, on a pu retrouver d'autres logos, voilà, toujours plus ou moins reconnus. Et en fait, on s'est dit, ben ça, on aurait pu le faire des diapos, on aurait pu en faire 100, on aurait toujours trouvé du contenu. Et c'est vrai que là, c'est assez problématique parce qu'on est en train de prendre conscience que notre paysage est de plus en plus saturé par voilà, le nombre de visuels, le nombre de logos qui se créent, puisque quand une entreprise se lance, une startup se lance, une des premières choses qu'elle se dit, ah, j'ai besoin d'un logo. Et ça, c'est vraiment, ça devient de plus en plus problématique parce que comment on peut se différencier, comment on peut être singulier alors qu'il y a de plus en plus de projets qui se lancent. Là, en plus, on a plutôt des logos qui sont au niveau national, voire international. Alors, imaginez simplement le nombre d'entreprises, de startups qui sont au niveau local, Strasbourg, Alsace. Imaginez le nombre de logos qui existent. Comment on peut simplement par le logo se sortir de l'eau, être singulier? Ça, c'est une véritable question. La conclusion que nous, on vous apporte, c'est que le logo n'est pas the solution. Ce n'est pas la solution finale et concrète pour être singulier. C'est une des solutions d'un système qui est plus grand. C'est pour ça qu'on parle d'identité visuelle. Le logo va être un des marqueurs qu'on va créer, mais pour autant, il y a beaucoup d'autres marqueurs qui vont être aussi importants que le logo. Ça peut être le choix de la couleur, le choix de la typographie, la manière dont on va agencer. Est-ce qu'il y a beaucoup comment on va répartir les différentes couleurs entre elles, toutes ces choses-là vont être marqueurs d'une identité. On prend souvent l'exemple en fait de la voiture orange, les petites voitures noires qui vont passer dans la rue où il y a juste marqué bonjour dessus. Donc c'est la typographie, c'est vraiment basé sur la charte graphique de Orange.
orange. Et ce simple, cet agencement entre le noir et l'orange et la typographie, il n'y a même plus besoin d'avoir le logo orange pour identifier que c'est orange. Et ça veut dire que c'est une identité visuelle qui est réussie et surtout qui est diffusée, qui est assimilée. Et pour nous, c'était vraiment important de vous faire prendre conscience que le logo n'est en aucun cas une finalité pour vous différencier et pour être singulier, mais simplement un des marqueurs parmi toute une famille. Comme on peut pas réduire votre entièreté à votre prénom, en fait, c'est pareil en fait pour votre entreprise. On peut pas la réduire à un simple logo en fait. Ce qui fait que vous êtes vous et que vous puissiez vous exprimer et construire des choses au quotidien, c'est la complexité en fait des éléments qui vous caractérisent. Et chacun a ses paramètres et chacun a ses éléments. Mais bah, pour votre entreprise, c'est pareil en fait. Votre logo, c'est juste une identification parmi tant d'autres. Et c'est la complexité et l'entièreté des éléments que vous allez créer autour qui va lui permettre en fait de devenir unique et non confondable avec d'autres personnes ou d'autres entités. Du coup, quand on prend un petit peu conscience de ça, on peut se poser la question de comment on peut construire une identité visuelle qui est assez forte et qui va permettre de sortir du lot, en sachant que du coup la masse aujourd'hui est de plus en plus forte et elle va être continue, puisqu'on l'a vu avant que tous les ans il y a 20% en plus, donc ça veut dire que ça ne va jamais s'arrêter. Donc comment on fait pour réussir à s'identifier, se sortir du lot, alors que la problématique ne fera que s'aggraver avec le temps? Bah, la première chose que nous, on peut vous conseiller, c'est avant tout que vous pensez projet, que vous ayez un regard sur votre propre projet avant de regarder celui des autres. Alors, comment ça se passe? Le principe en fait de penser projet, c'est déjà dans un premier temps de prendre du recul en fait. En tant que porteur de projet, en tant que chef d'entreprise, vous avez la tête dans le guidon et on pense au jour le jour. Et bien sûr que l'identité de marque et l'expression vers l'externe n'est pas une préoccupation déterminante au quotidien pour chacun d'entre nous parce qu'on a d'autres choses à gérer, on a des choses avec des enjeux aussi plus importants qui fait qu'en fait on n'a pas assez de recul par rapport à ça. Donc le premier point c'est prendre de la distance, prendre du recul par rapport à votre projet et par rapport à votre identité, identifier les vraies plus-values, votre système de différenciation. Si demain vous lancez une activité et que celle-ci fonctionne, c'est que forcément vous y apportez une valeur ajoutée, une plus-value qui ne sont pas celles de vos concurrents, qui ne sont pas celles des autres acteurs du secteur, mais qui sont un gage de sincérité et d'expression de votre savoir-faire, mais également des ambitions que vous portez en fait derrière. Mais surtout, pour se poser la question de qu'est-ce qui vous motive dans ce projet en fait. Qu'est-ce que vous voulez apporter dans le futur, au-delà de ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle, et qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers cette activité, à travers ce métier, et quelles réponses de société vous cherchez à identifier et à répondre au quotidien par votre pratique. Une autre des choses qui nous paraît vraiment essentielle, c'est que vous preniez une posture de leader. Quand on dit leader, c'est pas être le boss et donner des ordres. Non, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment croire en vous et croire en votre vision. Forcément, quand vous allez vers quelque chose qui est innovant, c'est indéniable, vous allez avoir toujours des personnes qui vont aller contre ce projet, qui vont en avoir peur. Qui dit innovation dit sortir de sa zone de confort. Donc vous allez forcément susciter des réactions, mais l'intérêt, bien sûr, c'est de les écouter, mais surtout, si vous y voyez quelque chose, si vous croyez en ça, gardez cette énergie-là et vous allez aussi trouver des personnes qui vont partager cette vision, qui vont partager cette croyance et qui vont rejoindre votre projet. En fait, en se positionnant en tant que leader, ça ne veut pas dire avoir une confiance exagérée en soi, c'est simplement avoir une confiance en son projet et vouloir le réaliser. Peut-être vous allez vous planter, peu importe. Lancez-vous, cherchez à le faire. C'est en ayant cette énergie-là que vous allez attirer les bonnes énergies autour de vous. Être leader, c'est aussi faire le choix de la différence, c'est aussi faire le choix de l'avant-garde. Il est plus facile de rester dans les codes actuels et dans la tendance, entre guillemets, mais celle-ci, en fait, va évoluer. Et si vous restez dans la majorité et et que vous ne vous mettez pas en marge et que vous ne prenez pas des risques sur ce point-là, vous risquez de vous démoder en fait avec le temps et avec l'aspect. Être leader, c'est avoir une veille, c'est aussi prendre des risques, mais l'enjeu derrière tout ça est capital et les résultats qui peuvent en incurver sont tout aussi importants que le risque qui peut être pris, sachant que on a l'impression que c'est des risques qui sont importants, mais au final, rien n'est indéniable et tout peut être revu, entre guillemets. Si à un moment un choix est mauvais sur un de ces points, il est aisé et facile, à moins d'avoir une ambition et une visibilité
tels que L'Oréal, Louis Vuitton ou des marques qui sont internationales et qui ont un besoin de perfection. Mais en tant qu'entreprise, moyenne ou petite, ou même grande entreprise française, on a encore cette tolérance du public de pouvoir essayer, tester. Et souvent, le public est plus réceptif à des initiatives qui sont des échecs qu'à rester dans un immobilisme conventionnel qui est très ancré. Une des choses aussi qui est relativement assez forte, surtout quand vous lancez votre projet, c'est vraiment le meilleur moment pour le faire, c'est d'identifier votre ADN. Donc nous, cette idée d'ADN, on l'a pas inventée, hein, c'est Simon Sinek qui l'a théorisé. Il y a une conférence que je vous invite à regarder si vous l'avez pas déjà vue sur TED.com, donc comment les grands leaders inspirent l'action. Et en fait, il explique d'une certaine manière que les grandes marques comme Apple, enfin toutes celles qui ont réussi, qui ont énormément de succès, ont une capacité à inspirer une communauté. Et il s'est posé la question de comment c'est possible, qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est le produit, est-ce que c'est le service, qu'est-ce qui fait que on arrive à ça. Et il a identifié effectivement, c'est parce que ces projets-là portent une vision, ils portent quelque chose de beaucoup plus grand que leur produit, que leur service, parce qu'au final, que ça soit un produit, un service, ce n'est que la finalité de l'énergie qui est au départ, autrement dit, la vision. Et quand on a cette manière-là de comprendre son projet, de chercher à le marquer noir sur blanc, on va pouvoir faciliter vraiment le déploiement de l'identité. Il y a beaucoup de choses qui vont se solutionner, même des questionnements liés au développement de l'entreprise, hein. Ça peut vraiment prendre une vraie tournure quand on a identifié son ADN, de vraiment comprendre, de conscientiser pourquoi on fait ce projet-là. On l'a abordé rapidement tout à l'heure, c'est un des très bons moyens pour prendre du recul sur son projet, pour un moment sortir de ça. On le qualifie souvent. Nous, on a été sensibilisés par Gilles Auberger sur ce point-là, et un des éléments quand il nous a présenté en fait l'ADN et qui, moi, m'a marqué, c'était de se dire, c'est comme quand on court en fait. Si on regarde ses pieds, on est forcément moins efficace que si on regarde vers l'horizon et qu'on se projette vers le futur plutôt que de rester dans l'instantanéité présente, entre guillemets. C'est totalement le but de l'ADN, c'est d'avoir cette capacité de voir plus loin, de donner des ambitions et des rêves qui nous permettent d'avancer et d'avoir une guideline pour ne pas être face au mur et trouver le bon chemin pour y parvenir. Ce système en fait d'ADN, il passe sur une analyse en fait rapide hein, que je vais vous résumer ici. En fait, notre cerveau est fait en couches. On a le néocortex, le reptilien et le limbique par process de la couche extérieure vers la couche intérieure. On va du rationnel, de l'analyse, jusqu'au sentiment, qui est la couche interne en fait de la présentation de ce cerveau. Dans un système européen et occidental, on a été formé et formaté depuis notre plus jeune âge en fait à réfléchir de manière rationnelle, de manière raisonnée. Ce qui fait qu'en fait, on a un système de présentation des idées, un système de présentation des ambitions ou des vocations qui est très cartésien. On va dire, je fais telle chose de telle manière parce que je veux arriver à tel point. Là où on peut prendre du recul et aller plus loin, c'est de réfléchir dans le sens inverse, et c'est ça que l'ADN cherche à faire, c'est penser sur le système où on va commencer par faire la promotion de nos ambitions, de nos vocations et de nos rêves, pour ensuite en trouver des moyens concrets et techniques d'y parvenir, ce qui nous laisse une opportunité et un champ de possibilités large de se dire, si demain je veux, entre guillemets, je prends un exemple très bateau, mais si demain je veux sauver le monde, ok, comment je fais et qu'est-ce que je fais concrètement, plutôt que de me dire, bah, qu'est-ce que je fais, comment je vais le faire, mais est-ce que ça va sauver le monde vraiment? Ça montre aussi un schéma de pensée qui se projette vers de la résolution et une dynamique pour pas rester immobile. Alors nous, on a eu l'opportunité du coup d'exercer cet exercice d'ADN avec Pure, etc. Ils avaient une vraie problématique, c'est que voilà, ils étaient un peu perdus dans leur projet. Ils avaient des envies différentes entre les deux porteurs de projet. Et surtout, il y avait une certaine dissonance entre leur communication et ce qu'ils avaient un petit peu en tête. Donc avec eux, on avait vraiment fait un travail sur plusieurs mois pour réussir à identifier en fait leur ADN et ce qui en a découlé assez rapidement sur une refonte un petit peu de leur identité. Voilà, ouais, peut-être Joe.
Du coup, là, dans ce travail d'ADN, hein, pour vous présenter un peu rapidement, si on devait retracer la manière de présenter le projet, donc leur why, leur pourquoi, c'est permettre à l'homme de retrouver sa place dans son rapport à la nature. Cette phrase, elle est née pas d'une envie subite, en fait, elle a toujours été ancrée dans le projet depuis le début. Il y a cette volonté qui fait partie d'eux, qui est intrinsèque en fait à chacun des porteurs de projet et qui n'avait pas encore été identifié. C'est un peu une goal line. Le why est très hédoniste, il est très porté vers l'avenir, il est presque idyllique, mais ça donne une motivation pour performer sur le temps et sur la durée. Donc, le O était agir pour offrir une restauration vertueuse, respectueuse et inspirante. Donc, concrètement, là, on rentre sur une résolution de l'activité pour aller vers un why, vers un what, What? pardon, qui est une offre de restauration rapide et co-responsable, bio et inclusive pour chaque régime alimentaire. On reconnaît que là, dans un système où il y avait une difficulté d'exprimer en fait ce qu'ils étaient, parce que du coup, ils passaient leur temps en fait à justifier qu'est-ce qu'ils faisaient. Là, on va partir sur un système d'explication de qui on est et de faire, en fait, au lieu de passer son temps à expliquer ce que l'on veut faire, on va passer notre temps à mettre en valeur ce que l'on fait et la dynamique qui est déjà inhérente en fait au projet auprès de son public et auprès de ses consommateurs. Ce qui a donné suite du coup à une refonte de leur identité. Alors peut-être que vous vous en souvenez juste de la diapo d'avant où il y avait un petit peu ce tableau noir très chargé, beaucoup d'informations, etc. Et on s'est rendu compte que, il y avait une volonté chez eux d'être ultra simple, de vraiment aller à la pureté des choses. Et c'est pas pour rien que le mot pur était dans leur logo. Et cette dissonance-là, posait en fait problème. On savait pas trop où les placer. Mais en tout cas, ce qu'on avait bien compris, c'est cette volonté assez simple, pure, bienveillante qu'ils voulaient apporter au monde. Et dans ces cas-là, en fait, on a retravaillé leur identité visuelle en respectant certains codes, comme la présence en fait de dessins un petit peu presque enfantins qu'il y avait dans leur identité, sauf qu'on l'a retravaillé pour le rendre beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus léger. On va l'avoir par exemple sur le menu en haut à gauche, où on va avoir à chaque fois une couverture avec un légume de saison et qui va être du coup personnifié, voilà, avec quelques accessoires, des yeux, une bouche, mais voilà, très très simple, comme si c'était un enfant qu'il avait pu dessiner, pour avoir ce côté aussi très très populaire et accessible que voulait porter la marque. On a aussi du coup décliné la typographie du logo pur en typos qu'ils peuvent utiliser pour tout ce qui est titrage, les textes en grand. Et on a vraiment travaillé aussi des jeux de mots. Donc là, par exemple, sur le menu, hein, toujours, on est artichaut qui fait en relation avec l'artichaut. Et il y a un petit jeu de mots comme ça qui se crée pour encore valoriser le côté populaire et bienveillant de pur. On a aussi un travail en monocouleur. Donc on va avoir des supports qui vont être de différentes couleurs, hein. Donc là à gauche on a le menu, on va avoir à droite des cartes de visite. Et en fait chacune des couleurs représente une saison, puisque dans leur réflexion aussi de restauration, chaque saison il y a vraiment un menu qui change, des plats qui seront élaborés en respectant du coup les fruits et légumes de saison. Donc cette manière-là aussi de visibiliser ce changement de saison, c'était aussi très très fort par rapport à leur ADN. Et il y avait aussi cette notion d'éco-responsabilité, de durabilité, où en fait on a enlevé l'usage de la quadrille, donc des quatre couleurs, en se concentrant uniquement sur un monochrome Pantone qui va être juste voilà, plus ou moins dense pour faire des variations coloriques. Mais voilà, on a vraiment cherché à concentrer ça et optimiser en tout cas leur identité par rapport à toutes les valeurs qu'ils portaient en eux. Tout ça, ça prend lieu en fait sur un discours qu'on a un peu abordé précédemment. En fait, si on reprend la généalogie de notre système de consommation et de l'expression du besoin de l'identité de marque, ce petit schéma le résume très bien en fait. De base, on était sur une économie des matières premières. C'est-à-dire que la disponibilité d'une matière était plus ou moins exclusive à une typologie de personnes. Donc, il y avait un rapport à celle-ci qui était induit et qui était intrinsèque. Si demain je voulais du café, j'allais chez une personne qui vendait du café en vrac. Il n'y en avait pas des milliers autour de moi. J'avais pas accès à un éventail très large. Donc c'était le vendeur du coin. J'allais au marché pour prendre mes fruits et légumes. On avait un commerce de proximité qui restreignait le nombre d'interlocuteurs et qui permettait du coup d'axer la communication et le besoin d'achat sur le produit lui-même. Avec la mondialisation et l'extension de nos systèmes de commercialisation, on arrive sur une économie du produit, c'est-à-dire que
il y a une multiplicité des matières premières. Les gens ont eu un besoin d'identifier pourquoi, si j'aime acheter le café chez Monsieur Untel, Monsieur Tartampion, comment je peux le reconnaître parmi la diversité totale qui est présente. C'est de là où sont nées les marques on est entre elles-mêmes parce qu'on avait besoin de qualifier un produit par rapport à une entité concrètement. C'est par exemple le cas de Nescafé, qui est un revendeur de café traditionnel et qui s'axe sur une matière première qui est la sienne. Suite à ça, on a commencé à créer l'économie de service, c'est-à-dire qu'on s'est demandé comment aller plus loin, comment se différencier, comment apporter aux clients une valeur ajoutée supplémentaire à celle de la matière première. Du café moulu, du café en grain, ça reste une matière non ou peu traitée. Et du coup, là où on a trouvé un système de différenciation pour continuer à évoluer et à sortir de la masse, qui, à elle, continue à grandir, c'était l'économie du service. C'est-à-dire trouver une valeur ajoutée au produit dans sa préparation, dans sa confection, dans sa réalisation, qui va apporter une plus-value au client. C'est le cas du grand crème, donc une technique pour servir le café qui est atypique par rapport à celle qu'on avait traditionnellement et du coup qui lui donne une valeur ajoutée qui va susciter l'intérêt, donc la consommation. Le quatrième point qui est né par la suite, c'est vraiment l'économie d'expérience. En fait, on remarque que c'est un process, un cheminement logique en fait dans le système de consommation où en fait le produit lui-même a tendance parfois à s'effacer pour aller vers une expérience de consommation. C'est le cas de Nespresso. Nespresso, en fait, pour donner de la visibilité à la marque, c'est un concept qui va avoir des zones de contact avec le client qui sont étendues. À l'époque de l'économie de matière, où on avait un simple contact avec le produit au moment de l'achat et au moment de la consommation, chez Nespresso, on va avoir une expérience qui est globale. On va aller dans des magasins qui sont particuliers, qui véhiculent des codes, qui véhiculent des valeurs ajoutées. On va avoir un système de consommation de services qui est induit par la capsule, par la finition, une typologie et presque une offre un peu sur mesure qui se développe et qui se crée sur l'ensemble. De là est née l'économie de la transformation, c'est-à-dire que au-delà de transformer le produit pour lui apporter une expérience, on est arrivé dans une économie de la transformation humaine et de la valeur ajoutée par rapport à son produit. C'est le fait de consommer éco-responsable, c'est le fait de consommer vegan, c'est le fait de consommer toutes ces choses qui nous apportent une valorisation humaine qui est différente de celle du produit. Et le produit devient presque une excuse à un auto-accomplissement de soi-même à travers ses ambitions. Il faut prendre le cas de Starbucks en exemple. À l'époque, dans les cafés, sur les pays anglo-saxons, c'était en mode vous prenez un café, vous partez, entre guillemets. Il y avait des affiches dans les coffee shops qui incitaient les gens à ne pas rester, mais justement à consommer, puis céder leur place à un client potentiel différent. Starbucks est parti dans une économie de la transformation en même, en disant venez prendre un café chez nous, mais surtout restez-y en fait. C'est la promesse d'une transformation, d'une vision, d'une ADN en fait globale à la marque qui leur dit en fait nous on vend plus que du café, on vend de la relation humaine, vous allez rencontrer des gens, vous allez passer un bon moment. Le point 6 qui est en train d'émerger, c'est justement une convergence et une accumulation de tous ces points. On est en train de tendre vers une économie de la transformation, celle qui apporte de la plus-value aux consommateurs, celle qui a des vraies valeurs, mais également celle qui se ressent sur un produit de qualité et où on est intransigeant autant sur la qualité du café qu'on va servir que sur l'expérience qui en est liée sur sa globalité. Et c'est ça que votre identité de marque doit retranscrire, c'est cette globalité d'intentions qui sont propres à votre projet. Une fois que vous avez saisi un petit peu cette intention qui est dans votre projet, il faut juste remarquer dans quel clan vous passez, votre service, votre produit. Est-ce qu'il est plutôt business to consommateur ou est-ce qu'il est plutôt business to business? Là, on peut remarquer qu'on ne va pas aborder l'identité de la même manière. Quand on est dans du business to consommateur, souvent, le produit qui est vendu a une relation directe avec le design. Si je prends le cas, par exemple, de produits cosmétiques ou alors encore des bières, voilà, le consommateur va acheter à la fois le produit pour ce qu'il contient, mais aussi le design, le visuel. Il y a vraiment cette expérience qui est associée à ça. C'est pourquoi il y a souvent plus d'énergie, beaucoup plus d'expressivité et de risques qui sont pris dans ce domaine-là, puisque il y a un côté attentif aussi par rapport à cette démarche-là. Dans le monde plutôt business to business, il y a encore un cadre qui est très professionnel, donc il y a moins de risques qui sont posés, puisqu'on a peur de paraître pas assez professionnel si on se permet certaines zones de risque.
Ça, c'est quelque chose qui, à notre sens, commence un petit peu à se flouter. On voit aussi, par exemple, dans le cas du personal branding, hein, si vous suivez un petit peu LinkedIn ou certaines personnes sur Facebook, on voit que entre la vie privée et la vie professionnelle, il y a un flou qui se crée. Et ça, pour nous, c'est vraiment un signe faible en train de marquer que cette radicale différence qu'on a aujourd'hui va vraiment se flouter. Et on le voit déjà dans certaines opérations plus professionnelles où il y a des risques qui sont pris, il y a des volontés graphiques, il y a un effort qui est fait pour se différencier justement d'une culture graphique qui était beaucoup plus sobre, beaucoup plus minimaliste et sans prise de risque. Donc ça, c'est aussi bien de le conscientiser et de voir un petit peu comment vous voulez vous placer par rapport à ça. Identifier votre cible, du coup, ça rebondit un peu sur la slide précédente, c'est comprendre en fait à qui on s'adresse. On parle beaucoup de vous depuis tout à l'heure, de se connaître, se comprendre, apprendre à s'exprimer. Il ne faut pas oublier aussi qu'une communication, elle se base avec deux interlocuteurs. Et forcément, quand on parle de cible, on parle d'une entité, d'une personne. C'est là où je veux mettre le warning et l'attention. Une cible, c'est pas sur une feuille couchée une personne type ou un genre avec un âge et un centre d'intérêt, c'est aller beaucoup plus loin que ça en fait. En étant ouvert et sincère, vous apprendrez aussi à avoir des retours de votre communauté, à apprendre à les connaître, à apprendre leurs besoins, leurs envies et à y répondre. C'est un peu le travail en fait que fait un influenceur. Concrètement, un influenceur, il va délivrer un contenu, mais il est en permanence à l'écoute en fait de son interlocuteur et des besoins qui lui sont inhérents. Il va chercher à lui apporter du contenu pertinent, il va chercher à lui apporter du contenu qualifié, mais aussi du contenu qui lui permet de faire grandir et de le faire évoluer et de s'accomplir pour ne pas lui faire perdre son temps qui est déjà précieux. Donc, identifier votre cible, c'est identifier en fait à qui vous devez parler, mais c'est identifier ce que vous devez lui dire concrètement. N'envisagez jamais ça comme une relation à sens unique, envisagez-le vraiment dans un ping-pong, dans un échange, comme si vous rencontriez une nouvelle personne dans la rue. Vous allez commencer par vous présenter, puis vous allez chercher à apprendre qui elle est, puis après, vous allez potentiellement parler de divers sujets qui font qu'en fait, il y a un intérêt commun qui va se créer, qui va se nouer. C'est comme ça qu'on fait la promotion d'une identité de marque, c'est en tenant compte de à qui elle s'adresse. C'est là aussi voilà, le gros hacking qui se développe de plus en plus en France a aussi apporté cette notion de allons tester des choses quand on va faire des publicités Facebook ou Instagram. Testons certains codes, testons différentes cibles et voyons ce qui est vraiment pertinent, qui réagit. Et il part vraiment du principe que personne ne peut savoir vraiment. Et souvent, on a des très très grosses surprises sur en fait la cible qui est définie à la fin, qui est ultra précise en plus, sur des centres d'intérêt qu'on n'aurait peut-être pas identifiés au premier regard. Autre chose aussi qu'on voulait dire, c'est que quand on identifie une cible et qu'on va chercher à appliquer un graphisme dessus, par exemple, quand on veut faire je sais pas, un packaging d'un jouet pour des enfants, si on dit qu'on met du rose parce que c'est pour des femmes, derrière ça, c'est pas parce que par le passé ça a prouvé que ça a fonctionné, que ça peut pas changer. En sachant que si vous allez vraiment dans ce sens-là, si vous ne changez pas les choses, ben, vous alimentez le système à de dire ben, le packaging, s'il est rose, c'est pour les femmes, parce que toutes les startups vont continuer à le faire de ce sens-là. Donc il y a une forme de responsabilité aussi dans vos choix qui est à prendre en compte à ce moment-là. Donc une fois qu'on a un petit peu regardé vraiment plutôt au cœur du projet, vous au sein du projet, donc vraiment l'essence, l'âme de celui-ci, là on peut se permettre de commencer à élargir son regard et regarder l'environnement qui est autour de nous. Quelque chose qui est plutôt pas mal, c'est d'identifier justement les différents acteurs qui ont du succès et de chercher à saisir pourquoi. Donc c'est pas là, ça demande un petit peu de recherche, ça demande un petit peu d'implication, de compréhension pour voir bah, pourquoi ce logo s'est formé de telle manière et pourquoi en fait il est fonctionnel. Donc là déjà dans ces quatre cas, ce qu'on remarque, c'est que déjà il y a quelque chose de très commun, c'est la simplicité et le minimalisme. Pourquoi? Puisqu'il y a vraiment des contraintes lorsqu'on utilise un logo. Si vous allez dans quelque chose d'une illustration ultra complexe, il va être difficile de l'utiliser dans tous les cas. Si vous l'utilisez en très très petit sur un stylo, il peut devenir très vite illisible. Donc il y a cette contrainte-là d'un logo qui doit pouvoir être utilisé, que ce soit en grand ou en petit, tout en restant très lisible. Et ça, c'est ce qui amène souvent à quelque chose qui est plutôt assez minimaliste, très clair. Ensuite, on peut se
s'interroger sur pourquoi ces symboles-là. Par exemple, pour Apple, c'est très marquant parce que c'est vraiment lié à leur ADN. Par exemple, ils ont cette volonté de rendre en fait les outils informatiques le plus simple possible pour qu'en fait ça soit fluide pour vous et que vous puissiez accéder à la créativité, accéder à l'innovation, à la réflexion de la manière la plus simple possible. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que cette pomme-là fait référence du coup à la pomme que se prend Newton sur la tête, donc cette idée de avoir l'idée, mais la pomme elle est croquée. C'est-à-dire qu'on a déjà accès à l'idée. Tellement c'est simple, on a déjà croqué la pomme, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas totalement croquée. Donc il y a encore d'autres choses à acquérir, il y a encore d'autres compétences à avoir. Combini, c'est assez simple au final, il y a une volonté en fait de faire un écho avec leur cas, donc le symbole du cas, et d'apporter de la diversité par ce jeu de couleurs. Deliveroo, ce qui est intéressant, c'est que rien que le nom en lui-même définit ce qu'ils font. Ils délivrent. Et en plus de ça, ils sont associés, on va dire, à une connotation assez bienveillante, assez gentille par ce ou, et qui fait écho forcément à la contraction entre Deliver et kangourou. Et c'est pour ça qu'ils ont cette représentation du coup d'une mascotte d'un kangourou qui est vraiment pour le coup ultra minimaliste. Et pour le coup, brut, bah, c'est ce que signifie brut en lui-même, la simplicité au maximum. Il n'y a pas de chichi. Le mot écrit avec une typo simple, il y a un point, c'est fini. Et on voit qu'ils ont vraiment cherché à traduire assez simplement leur idée. Mais attention, ça peut être un jeu assez dangereux de vouloir justement trop s'apparenter à des choses qui ont du succès et de coup de se perdre dans une visibilité, de se noyer dans la masse. Là, on a pris juste 4 exemples de logos qui sont construits exactement de la même manière, qui utilisent tous les 4 les Helvetica, donc c'est une typographie qui présente beaucoup de variations. Du coup, c'est ce qui fait que les logos sont légèrement différents, mais la structure et la construction est la même. En plus, on peut vraiment noter entre feed et brut, on a le point à la fin, on a le même nombre de lettres, donc il y a vraiment une identification qui devient assez difficile. Le fait est que ce sont quand même des domaines qui sont très variés. On a du design, de la food, la voiture et des médias. Donc au final, on peut avoir déjà une différenciation par le nom et par le champ d'activité, mais c'est encore une fois pour vous montrer que le logo ne suffit plus. Il va falloir apporter tous des éléments autour du logo, de la couleur, de la charte graphique, tous ces éléments-là qui vont l'accompagner et qui vont permettre une différenciation, et que c'est qu'une des notions parmi tant d'autres. On retrouve ce besoin d'identification et de variation sur différents secteurs. Là, on a pris le secteur du pari sportif pour vous montrer en fait que les acteurs, les grands acteurs en jouent concrètement. Là, on le remarquera sur BetClick. On est sur un logo qui est blanc sur fond coloré avec un encadrement, donc une zone de défense de couleur qui est assez intéressante et où une couleur majoritaire va être le rouge orangé qui est présente dans toute leur communication. Le but est de créer une identification. En concurrence, Unibet, lui, s'est placé sur le même système de représentation, typographie en défense blanche, sur des zones colorées qui, elles, sont représentées par le rond, mais dans un thème chromatique qui est plus issu des verts. Donc la segmentation chromatique permet une scission distincte entre les deux acteurs et dans une espèce de concurrence et de confrontation, de se renvoyer la balle l'un à l'autre, mais de délimiter le terrain de chacun. C'est-à-dire que la familiarisation et la maîtrise de l'une des identités entraîne forcément une acceptation plus rapide de la deuxième et une prise de conscience plus rapide de celle-ci. On aurait pu en mettre beaucoup plus sur le secteur, où on pourra voir que vraiment chaque acteur majeur a vraiment sa couleur. Et je prends là un autre exemple qui n'est pas présent, mais par exemple Paris 11 Sport, qui lui est ancré sur le bleu. Et du coup, chacun a déterminé son terrain de jeu, sa zone d'identification pour se confronter et se dissocier en fait de ses concurrents qui sont majeurs. Ouais, il y a d'autres cas hein, comme Coca-Cola et Pepsi. On a vraiment le rouge pour Coca, bleu pour Pepsi. Mais ça peut être aussi au-delà de simplement la couleur visuelle, hein. Si on prend le cas de McDo et Burger King, c'est dans leur communication clairement que tous les deux se positionnent comme chacun en opposition, comme si pour McDo, il n'existait que Burger King comme concurrent et de la même manière à l'inverse. Ce qui fait qu'effectivement, on a ce jeu de renvoi de balles et qui monte ensemble en s'utilisant quoi.
Une identité visuelle riche, en fait, c'est faire le choix de la générosité, c'est faire le choix d'un terrain de jeu qui est évolutif, qui est complet et qui vous permettra comme on le disait tout à l'heure, de construire quelque chose sur le long terme et sur une période qui est plus ou moins déterminée avant de devoir lui faire une évolution et de la faire grandir en fonction de vos objectifs. Cette problématique-là, nous, on l'a eu avec l'hôtel Anong. Donc, l'hôtel Anong a eu un logo qui a été designé par une autre agence, qui a été vraiment bien faite, ce très beau logo. Mais la problématique qui suscitait l'hôtel, c'est que la manière dont était exploité le logo sur les différents supports, ils trouvaient ça un peu, justement, un peu triste, ça manquait de profondeur, ça manquait d'identité. Et là, on ressent du coup vraiment cette idée que le logo ne suffit pas à lui-même pour apporter vraiment de la richesse, pour apporter de la générosité dans une identité. Donc là, on voit sur une carte de visite, l'entête de lettres, marque-page, on a simplement le logo qui est posé et ça ne suffit pas vraiment à vraiment exploiter chacun des supports. Chaque support transmet quelque chose, il a la surface, il réagit différemment. Donc c'est aussi un terrain de jeu sur lequel on peut s'amuser et tester justement les variations qu'on peut avoir dans une identité visuelle. Se restreindre à l'application du logo seul, c'est un peu revenir sur le schéma qu'on a vu tout à l'heure sur l'acceptation de la marque. C'est en fait se cantonner à Nescafé qui cherche à tamponner en fait son identité dessus. Mais on est loin de l'expérience en fait globale qui doit être fournie au spectateur et de profiter des zones d'expression pour lui apporter du contenu supplémentaire et un ressenti qui est évolutif en fait avec l'ensemble. Donc là, par exemple, on a créé différentes ressources graphiques. On a un choix de typographie, que ce soit pour le titrage, pour le texte labeur, le texte courant, la composition des couleurs, là, les règles de mise en page au niveau des textes. Et après, il y a eu tout un travail de réflexion pour bien saisir l'histoire du lieu, bien saisir l'environnement qu'il y a derrière. Il faut savoir que l'hôtel Long a été construit il y a 100 ans par des architectes qui sont très marqués dans le mouvement De Stijl et Bauhaus, dans les mouvements design et artistiques de l'époque. Et du coup, c'est en découvrant ça qu'on a pu s'inspirer justement de tout un univers graphique pour le retravailler, pour le proposer d'un nouveau regard contemporain et surtout en cohérence avec l'expérience du Hanong. C'est de ces manières-là, du coup, qu'on a pu décliner sur les différents supports du Hanong une identité beaucoup plus riche. Donc, il y a des zones de moments où on va parler de le Hanong au sens large, parce qu'il faut savoir que le Hanong, c'est à la fois un hôtel, mais il y a aussi le Black and Wine. Donc, comment on fait quand on parle de l'ensemble et non pas de l'hôtel ou du Black and Wine? Donc, quand on parle de l'ensemble, par exemple sur des cartes de visite, on va avoir plutôt quelque chose de ultra minimaliste, très sobre, un jeu de couleurs et une signature du H de Hanong qui va se poser du coup dessus pour un élément assez graphique. Il y a des variations de couleurs, ce qui permet aussi, en fonction du personnel, de pouvoir choisir, moi je suis plutôt telle couleur, celle-ci me correspond mieux. Dans un autre cas, ça aurait pu être aussi simplement pour hiérarchiser les différents pôles que peut avoir une entreprise, mais là c'était plutôt par rapport au personnel. Et puis au verso, on va retrouver bien sûr le logo, les informations textuelles nécessaires pour pouvoir contacter. Pareil, l'entête de lettres, il est plutôt générique. Donc, on va retrouver le logo et la petite signature avec quelque chose de très minimalisme. Par contre, sur le marque-page et la carte de bienvenue en bas, c'est des supports qui ont été vraiment pensés pour l'hôtel et qui ne va pas être utilisé au sens large ni au niveau du black and white. Et c'est là où, du coup, on peut apporter de la richesse et de la diversité. C'est que quand on parle justement de l'hôtel, on va avoir un jeu de construction visuel qui fait vraiment écho au mouvement Bauhaus, et des compositions de carrés, de codes couleurs, avec cette petite signature pour identifier qu'on parle de l'hôtel Anong. En bas, on va le retrouver aussi, où on s'inspire de tableaux de Sophie Teuber. Donc, c'est une décoratrice qui a apporté la décoration il y a 100 ans dans le salon, qui avait aussi ce genre de composition très minimaliste, mais on les a revus, on les a réinterprétés, et on les a associés à un jeu de couleurs, ce qui crée vraiment une identité forte, et qui permet aussi, quand on reçoit à chaque fois un support de l'hôtel Anong, dans l'expérience client, on se dit il y a une vraie profondeur, il y a à chaque fois une authenticité dans chacun des supports. C'est vraiment un effort qui est fait. Alors ça, c'est vraiment décliné. Là, on a encore d'autres supports à gauche sur l'hôtel Along. Et à droite, on avait aussi cette réflexion-là où il y avait une vraie scission à l'époque entre l'hôtel et le Black and White. Pourquoi? Puisque
personne n'a vraiment envie d'aller dans un bar d'hôtel, si ce n'est les gens de l'hôtel. Mais le Black and White n'était pas pensé comme un bar d'hôtel. Il était pensé justement pour que les personnes de la ville, les Strasbourgeois, puissent prendre un bon moment et puissent intégrer l'hôtel dans un autre contexte. Et c'est là où on a réfléchi à avoir à la fois une cohérence, c'est-à-dire qu'on va retrouver les éléments du boss avec ses compositions. Même le logo a été retravaillé avec un B, un symbole du B qui fait écho aux constructions du H, très minimaliste, très géométrique, mais une radicalité par la composition qui va être vraiment en noir et en blanc, où on va par la couleur chercher à avoir un contraste, une scission, tout en ayant une subtilité dans la cohérence globale. Alors ça allait encore un peu plus loin. Aujourd'hui, on est en work in progress sur la création d'une typographie. Donc là, vous voyez un petit peu l'état auquel on est aujourd'hui. Donc chaque jour, on progresse dessus pour augmenter encore cette expérience et avoir encore quelque chose de plus identitaire pour le lieu, puisqu'on ne sera plus dans l'utilisation d'une typo achetée ou en libre de droit qu'on peut trouver, mais on sera vraiment dans quelque chose d'unique qui a été créé pour lui avec ses propres proportions en s'inspirant vraiment du lieu. Ce cas-là, c'est aussi quelque chose que nous, on a dans notre identité chez Benedjo. C'est pour ça que sur les diapos, il y a certains lettres qui n'ont pas d'accent, puisque c'est une lettre qui est encore en train d'être développée. Et on est dans l'usage justement des différents tests, des supports comme celui-là d'aujourd'hui, où on va pouvoir voir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui fonctionne et réajuster avec le temps. C'est vraiment un travail conséquent de créer une typographie, mais derrière, ça a une vraie valeur ajoutée. On voit la zone d'expression en fait d'un logo et d'un champ graphique. Par exemple, si on prend l'exemple de MTV, MTV qui a une ligne graphique et une ligne de construction qui est la même, mais qui laisse un terrain d'expression et une modularité au sein de sa propre identité pour pouvoir se modifier, se transformer et évoluer avec le temps. Ce logo qui est simple, qui est épuré, qui est dynamique sur la première version, va s'habiter et va se transformer au fur et à mesure et en fonction des besoins en fait de la marque pour toujours être un terrain d'expérimentation, de découverte, de richesse qui permettra de construire une relation avec le spectateur, de le surprendre et de lui apporter toujours une plus-value dans le dialogue et dans le discours. Du coup, on va un petit peu accélérer le pas parce qu'il reste 5 minutes et on a quelques trucs à voir. L'autre chose qu'on voulait aborder avec vous, c'est comment on va pouvoir accrocher le regard quand on est dans un flux, quand on est sur les réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de contenu visuel. Comment on fait du coup pour attirer radicalement le regard? Donc, je vais plutôt me concentrer sur le cas de Combini, qui a justement créé un template, donc ici à gauche, qui va être récurrent, c'est-à-dire sur toutes les vidéos, sur toutes les photos, on va retrouver le bandeau toujours coloré qui est en corrélation avec le logo et la présence du logo qui permet à la fois d'identifier et très rapidement de se démarquer par cette bande colorée. Autre chose qui est assez intéressant, c'est que pour capter régulièrement le regard, il faut apporter de la diversité. Sinon, voilà, le lecteur a l'impression de potentiellement revoir la même vidéo, revoir le même contenu. Donc en fait, il y a un vrai travail, un vrai effort chez Combini pour chacune des vidéos de travailler un jingle coloré avec des éléments de la charte. Il y a quand même pas mal de souplesse qui font qu'on a vraiment beaucoup de diversité, mais il y a un véritable effort pour que le jingle soit en corrélation par rapport au sujet et surtout soit vraiment de 1 animé et changeant à chacune vidéo pour toujours susciter l'intérêt du lecteur et voir que Combini est tout le temps en mouvement. Autre chose qui est assez marquant, on l'a peut-être vu sur des vidéos YouTube ou sur LinkedIn, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. On a le cas de Rémi Perla, d'Epopia et de Johan Ellegueux de Pour Toi Freelance, où il y a beaucoup d'usage en fait d'un fond coloré très vif avec un contraste d'une autre couleur. Donc là, par exemple, pour Rémi, on a le bleu en fond et le rouge qui est vraiment une complémentaire qui va vraiment contraster et une présence humaine qui va permettre par les couleurs d'attirer rapidement le regard dans un flux. Ça accroche, hein, les couleurs fluo, c'est indéniable, ça attire le regard et une présence humaine, puisque ça a toujours quelque chose qui attire aussi le regard. On va chercher l'humain et surtout, il y a un très bon reach et un très bon retour quand on a la présence humaine sur des posts, il faut ne pas oublier que réseaux sociaux, c'est à la base justement pour les connexions humaines. D'autres cas aussi qu'on a pu remarquer, sur YouTube, on a le cas de Michou à gauche, qui est un YouTuber très jeune de 18 ans qui monte en puissance, qui joue vraiment sur la frustration sur les visuels de ses vidéos. Donc là,
Il a souvent un titre très fort, les dingueries qu'on a pu faire avec Pokémon, et il va flouter la partie de la vidéo pour créer cette sensation de frustration. Et on a surtout des images qui sont ultra saturées. La couleur de la peau, elle n'est pas naturelle. Ils ont vraiment pimpé pour une fois, pour encore une fois attirer le regard. Et à droite, on a le cas de Cyprien qui a exagéré totalement la représentation de sa vidéo. Il a les veines qui sont appuyées sur son front, il a une explosion, etc. C'est presque absurde, mais en tout cas, il y a une lecture qui est relativement rapide et compréhensible. Autre chose qui est assez intéressante, c'est de remarquer que l'animation suscite énormément d'intérêt dans les réseaux sociaux. Donc là, il y a beaucoup de pages qui se créent comme Satisfying, où ce sont simplement des vidéos, il n'y a aucun intérêt derrière, si ce n'est de regarder et se laisser hypnotiser par la vidéo. Ce qu'il faut en prendre compte, voilà, c'est que tout comme une identité, en fait, de plus en plus, on est vers une attention du mouvement et il ne faut pas rester en fait statique dans cette identité, d'où le besoin pour elle de grandir, de se modifier et de s'exprimer, comme on peut le voir avec Brewdog, qui est une marque de bière, qui va jouer sur ces mouvements, qui va jouer sur cette accumulation, qui va jouer sur cette présentation pour créer du dynamisme, des effets de lumière, attirer l'œil et construire une culture de marque qui va au-delà de son simple logo ou alors de son simple produit. Voilà, pour finir rapidement, ce qui est aussi très important pour vous, c'est de créer un environnement qui est qualitatif et sain autour de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, éviter des formules low cost qui peuvent générer vraiment des risques, que ça soit si vous créez des logos par des plateformes qui les génèrent ou par des plateformes qui proposent vraiment à très bas prix. Vous avez un risque d'avoir un logo qui est très vite fait, qui soit en fait un modèle, un template qui est dupliqué. Donc le risque aussi de plagiat est très élevé. C'est toujours des prises de risques à conscientiser et à prendre en compte. Effectivement, en fonction aussi de votre projet, si vous êtes à un niveau très très local, vous êtes un coiffeur, vous voulez pas aller au-delà, il y a très peu de communication que vous avez faite, bien sûr, ça peut s'entendre. Mais quand vous avez des engagements et que vous avez un rayonnement qui peut être très fort, prenez vraiment en compte que c'est un risque qui est pris. On va passer rapidement, mais en gros, c'est un site qui a été créé où on pouvait générer des logos de manière aléatoire. C'était pour critiquer justement cette pratique qui se faisait dans ce milieu-là. Et pour finir, voilà, ça c'est un peu notre démarche chez Beneljo, c'est de privilégier les prestataires locaux et qualifiés. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez pouvoir avoir une relation humaine avec eux. À un moment donné, quand vous allez avoir une urgence, vous avez besoin qu'on vous dépanne, ils seront là parce qu'il y a une relation qui se crée, ce qui est toujours plus difficile sur le web. Et surtout, vous pouvez être gage de qualité. Je ne sais pas combien de clients est revenu vers nous en disant ah, je les ai imprimés quand même sur Internet et la moitié, j'ai dû les jeter à la poubelle. Alors, c'est pas toujours le cas, il y a aussi des très bonnes surprises. Mais c'est aussi un risque à prendre quand on va travailler avec des locaux. C'est souvent un peu plus cher, on va pas se mentir, mais il faut aussi se poser la question de pourquoi c'est plus cher. Parce qu'il y a des humains, il y a de la qualité, il y a vraiment un effort qui est fait derrière. Donc prenez vraiment en compte ça quand vous faites vos choix. Et la dernière chose aussi pour finir, c'est que quand on a une identité visuelle, c'est tous les éléments qui sont importants jusqu'au façonnage. Autrement dit, quand votre visuel prend vie sur un support, de quel papier on va choisir, quelle finition on va avoir, c'est encore une fois une manière de pouvoir apporter de la singularité dans les finitions, dans la qualité qu'on peut apporter. Ça a toujours un coût supplémentaire, mais la différenciation et la singularité, c'est quelque chose qui se paye. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On a fini un petit peu en express à la fin. Merci, merci pour votre intervention, hein, c'était très intéressant. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, alors soit en ouvrant votre micro, hein, soit dans le chat, je ne sais pas s'il y en a déjà. Non, pas forcément pour le moment, c'est que c'était très clair. Voilà, on n'a pas voulu rentrer dans le stéréotype pour ceux qui se poseraient la question de vous présenter rapidement euh, qu'est-ce qu'était une identité graphique, qu'est-ce qu'elle doit contenir, parce qu'en fait, comme on l'a montré, c'est très dépendant en fait de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, de la manière dont vous voulez interagir avec votre public. Après, s'il y a des gens qui souhaitent aller un peu plus profondément et savoir à peu près les différents types de supports qui peuvent être créés dans une identité, on peut revenir aussi sur ces points-là. Mais partez du principe que c'est tous les supports d'expression qui vous permettent de continuer à avoir un contact avec votre client et qui permettent à votre marque d'être une entité à part entière, en fait, concrètement. Ça peut être de la plaquette au post Facebook, au logo, aux éléments graphiques associés, mais dans un but de richesse et de perpétuelle évolution pour se compléter de jour en jour.
N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi j'en ai une petite quand même. Comment on fait là, on a des entreprises qui sont existantes, qui ont déjà des outils en place. Comment elles peuvent se lancer et refondre leur identité visuelle, par quoi elles commencent? Si elles veulent le faire, on va dire par elles-mêmes, par quoi on commence? Si vous avez quelques... Le but de la refonte d'une identité graphique commence toujours par une audit. Savoir qu'est-ce qui est pertinent de refondre, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parfois, il y a des socles qui sont très bien construits et qui peuvent être une fondation en fait, pour la suite. Il faut partir aussi du principe que personne n'est exclu d'une refonte graphique. Ça demande juste beaucoup de pédagogie. En fait, ça demande une grosse phase d'analyse en amont pour conscientiser le besoin ou non, puis une phase d'interprétation. Et une fois que l'identité a été modifiée, c'est par exemple le cas de ce qu'on a fait avec Phonetic, où on a transcendé l'identité sur de nouveaux packaging, de nouveaux produits, alors que c'est une marque qui est une autorité nationale, qui a une très grande réputation. Mais en fait, le plus important de ce chemin, de cette étape, c'est l'étape d'après, j'ai envie de dire, c'est l'étape d'accompagnement vers la transition, en fait. Il faut prendre en compte, comme je disais tout à l'heure, c'est un dialogue. On a un public, on a des gens qui nous suivent, des gens qui nous aiment. En étant transparent avec eux, en leur expliquant les étapes de cheminement du projet, de cette transformation, et en faisant de la pédagogie jusqu'à la transposition de l'ancienne identité par la nouvelle, en fait, on se rend compte qu'on ravive l'attention aussi de nos auditeurs et qu'on leur donne un message qui est concret de dire je ne reste pas immobile, je sais évoluer avec le temps, je prends en considération vos retours et j'essaye de m'améliorer au quotidien pour aller vers quelque chose de plus cohérent avec vos attentes. Ok, merci. A priori, il n'y a pas de questions. Tout était clair. Bah merci, hein, merci pour votre intervention. Voilà, on a vu, vous nous avez montré que finalement une identité graphique, c'est la charte graphique, mais pas seulement, hein. On a bien compris que c'était une réflexion un peu plus globale, que effectivement ça ne s'adresse pas que aux grandes entreprises, ça peut aussi être une idée une idée reçue, hein, mais voilà, vous avez montré aussi dans vos accompagnements, dans vos clients, que vous avez des très petites entreprises, hein. Donc voilà, je pense que c'était très intéressant pour les participants. Je pense que voilà, on a beaucoup de remerciements en tout cas dans le chat. Alors on a une question qui s'est posée. Faut créer un département de vente dans une société de location de matériel, un CO qui serait judicieux de différencier la charte graphique et ses identités. Alors, je pense que ça peut être une bonne solution. Il faut surtout voir en fait le niveau de relation avec, avec le client actuel et son niveau d'attente. Si à un moment donné les deux besoins sont scindés et nécessitent en fait de s'adresser de manière différente à deux entités scindées, le mieux c'est de du coup différencier son identité de marque pour convenir dans le message à l'interlocuteur qui est privilégié concrètement. On a une règle en communication qu'on emploie avec Ben et qui est parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc, c'est ça qui va déterminer ce besoin de scission. C'est s'il y a une connexion forte et que l'interlocuteur final est le même, il vaut mieux rester sur une entité et lui donner de la modularité pour lui faire comprendre une scission légère dans l'identité graphique, mais garder cette confiance qui a été créée avec lui. Si maintenant l'interlocuteur est une cible qui est totalement différente et qui a un besoin de dialogue qui n'est pas le même, le scinder en deux, ça permet à chacun de privilégier le contenu qui lui est pertinent. Après, c'est ce qu'on appelle du coup les identités complexes. C'est quand du coup il y a une identité qui a plus de variations. C'est un peu le cas de l'hôtel Anong, où justement il y a cette problématique de comment on discute, comment on se positionne par rapport à l'entité. Et c'est là où il y a une construction mentale qu'on doit faire pour vraiment dire, quand vous parlez de manière générale, ce sera comme ça. Quand c'est l'hôtel, c'est comme ça. Quand c'est le Black and Wine, c'est comme ça. Et ça permet d'avoir une structure aussi mentale et de savoir du coup en jouer au moment opportun. Et modifier la couleur, ça peut être l'une des solutions parmi tant d'autres. Il faut voir justement si, en fait, c'est ce qu'on disait, le besoin de scission, à quel point il est nécessaire. En fait, ça rentre dans une petite modularité. Après, il faut savoir faire habiter cette couleur au-delà du logo
pour que en fait, ça puisse convenir et que les gens puissent identifier clairement dans quel secteur ils se trouvent à quel moment donné. Mais ça peut être une des solutions parmi plusieurs qui peuvent être trouvées pour faire cette différenciation sans l'affirmer au point de scinder en deux l'identité. Bah, il y a des identités comme Bouygues, où il y a Bouygues Immobilier, Bouygues Télécom, ils ont vraiment différents pôles comme ça, et ça peut être pas mal de regarder comment eux, ils arrivent justement à segmenter les différents pôles pour que ça soit clair et limpide. Après, à partir du moment où toujours ça devient un peu complexe, bah, ça reste complexe en soi, mais l'idée c'est vraiment de minimaliser au maximum pour que ça puisse être le plus simple dans quelque chose qui est complexe. Amélie qui avait une question. Donc, comment procédez-vous dans l'accompagnement avec les entrepreneurs pour rester dans le local, dans le côté local, en tissant des liens et en arrivant à s'approprier le projet et la vision du client? Bah, ça demande un travail préparatoire en amont, ça demande des rencontres. On travaille jamais en fait sans avoir rencontré la personne avec qui on travaille. On apprend à la connaître, on essaye, on fait une partie d'études de cas, on essaye de s'impliquer au maximum. On essaie aussi de se renseigner parce qu'on ne va pas se cacher qu'on n'est pas expert de tous les domaines. Donc, la personne avec qui on travaille nous apporte énormément sur son champ de pratique. Mais nous, il y a une phase de recherche, d'assimilation, de compréhension qui est faite de notre côté pour comprendre ces projets. Moi, j'ai la chance, et c'est pour ça que j'aime ce métier, d'avoir acquis des compétences que je n'aurais jamais pu aborder autrement, mais sur du milieu de la cosmétique, de la restauration, de divers, même sur le milieu du portage salarial dans le milieu scientifique, des choses qui me paraissaient tellement abstraites que c'est seulement si nous-mêmes on a réussi à les comprendre, seulement si on a fait ce lien avec notre client, qu'on a pu le mettre en avant. Après, on essaie de favoriser énormément la réunion, la rencontre aussi. On est très transparent sur nos systèmes de travail et on est très transparent aussi sur notre relation avec le client. On n'hésite pas à dire quand des choses vont pas, et inversement. Le but, c'est de co-créer ensemble. C'est partir du postulat d'entrée de jeu que du moment où on a acté qu'on travaillait ensemble, on devient une équipe en fait. On ne devient pas un prestataire et un client. Ça, c'est banni en fait de notre système de pensée. On est une équipe au sein de l'entreprise et ensemble, dans la limite du terrain de jeu qui a été défini ensemble, on va chercher à créer, à construire quelque chose et apporter des valeurs qui sont du coup communes. Ça, c'est le plus important. On a même la chance d'avoir plusieurs de nos clients qui maintenant sont devenus même, on peut le dire ouvertement, qui sont devenus des amis, des gens qu'on a suivis pendant des longues périodes. Je pense à Martine de Phonétique avec Olaf, je pense à Arthur du Labo, je pense à Jérôme de l'Hôtel Anong. Adrien, de New, Quentin. C'est des gens qu'on côtoie même maintenant en dehors du travail parce qu'en fait, on les apprécie pour leur valeur humaine au même titre que pour leur valeur professionnelle. Et c'est ça aussi qui fait qu'on aime ce métier et que quand je reçois une demande de leur part, je me dis, OK, comment on peut avancer plus loin, comment on peut faire grandir cette équipe et atteindre des objectifs qu'on se soit fixés ensemble au quotidien. Je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question, Amélie. Merci beaucoup pour créer une identité. Alors, Là, ouais. voilà, c'est compliqué parce qu'en gros, nous, l'idée, c'est vraiment de poser le brief pour savoir le périmètre dans lequel vous voulez créer cette identité, quel est le champ d'intervention que nous, on va avoir. Et ça, franchement, on n'a pas de formule. Nous, c'est vraiment du devis sur mesure par rapport à la demande. Donc, on peut vraiment s'adapter au budget, mais il faut vraiment, du coup, clarifier dès le départ le périmètre pour dire, bah voilà, avec ce budget-là, nos champs d'intervention, ça va être ça, ça, ça. On le fera au maximum par rapport à ça. Mais après, si on veut aller un peu plus loin, il faut prendre en compte aussi parce que nous, au final, la seule chose qu'on peut vendre, c'est du temps. Donc, c'est pas des produits, c'est vraiment le temps qu'on va apporter derrière. D'où l'importance de vraiment définir le temps. Et après, nous, on sait très bien avec le temps, justement, bah, combien de temps ça peut nous prendre ce genre de mission, etc. Ça, c'est l'expérience qui nous permet d'évaluer. L'idée, c'est vraiment en amont de pouvoir annoncer n'importe quel prix, de s'adapter en fait au projet. Et du coup, le seul moyen pour ça, c'est de faire un premier rendez-vous, d'essayer de comprendre les ambitions, d'essayer de comprendre les valeurs et de voir comment ensemble on peut faire grandir la structure. Et souvent, ça arrive même assez fréquemment, des personnes qui viennent nous voir en disant je veux une identité de marque. Et en fait, en discutant avec eux, on se rend compte que c'est pas ça qu'ils ont besoin dans un premier temps. Ils ont des besoins beaucoup plus pragmatiques qui permettront de faire évoluer et grandir le projet. Et qu'il est plus intéressant de mettre ce budget-là sur des secteurs qui leur sont efficients maintenant, plutôt que de juste répondre à une offre en disant oh, vous voulez une identité, ben voilà le prix, on signe, on fait notre travail et merci, au revoir. Concrètement. Donc, sans ce rendez-vous préalable, c'est toujours dur de se positionner.
C'est comme un site internet, si vous voulez. Quand on vient vous dire, voilà, combien ça coûte un site internet, bah en fait, tout dépend. C'est-à-dire que si les besoins, c'est simplement une landing page pour vous exister, qu'on ait les informations essentielles, ce sera différent que si on vient derrière. C'est un site où il va falloir vendre des produits, il y a 45 références, il y a 2 langues au niveau, voilà. Et en fait, tout dépend de ça. Et c'est simplement quand on a bien identifié vraiment le projet et les implications qu'on va devoir avoir pour rentrer dedans, bah, c'est là où on va pouvoir dire le budget. Ou des fois, ça marche dans le sens inverse, hein. Il y a des gens, ils viennent, on a un budget, nous on dit, bah ok, on sait exactement ce qu'on va pouvoir faire avec ça, et on va prioriser, on va hiérarchiser, parce qu'en soi, on a envie de tout faire, on va pas se mentir. Mais l'idée, c'est de savoir, quand on a un budget, qu'est-ce qui est vraiment le plus essentiel pour avoir l'impact le plus direct sur votre entreprise. Ouais, comme dit Ben, ouais, c'est souvent aussi plus facile parce que du coup, il y a une expertise de se dire, OK, en fait, on connaît un terrain de jeu et on peut trouver aussi des systèmes qui sont malins. Je prends un exemple d'un projet qu'on a eu il y a 4 ans. C'était un petit journal éditorial fait par une association. Ils sont venus nous demandant est-ce qu'on pouvait faire la mise en page. Alors, on dit bien sûr. En parlant avec eux du projet, on s'est rendu compte rapidement que le budget était limité. On a mis les pieds dans le plat sur ce sujet. Le vrai budget est sorti par rapport à l'impression et on s'est rendu compte en fait que c'était un budget qui était extrêmement petit. L'ambition après de la mission, ça a été OK, comment pour rentrer dans ce budget, on fait la meilleure qualité possible et on en a trouvé des systèmes pratiques pour limiter les coûts sur l'impression, pour utiliser des techniques de façonnage qui lui permettent d'avoir de la qualité mais d'expression. Et du coup, bah, on a fait tout un système d'impression en noir et blanc sur de la feuille A3 ultra simple, mais avec un système de pliage qui leur permettait en fait de réduire fortement leurs coûts et de pouvoir distribuer un contenu plus conséquent à une population plus large. Mais cette solution, elle n'aurait pas été trouvée si à la base, on n'avait pas fait cette transparence et si on leur avait jeté un prix en disant bah, pour faire ça, on a besoin de temps, ça n'aurait pas convenu parce que le projet s'est transformé lié à la contrainte du budget, en fait. Mm. Merci à tous, tous ceux qui nous remercient, hein. C'est nous qui vous remercions d'avoir pris le temps de nous écouter et de participer à ce webinaire parce que sans vous, ça n'aurait pas eu d'intérêt, j'ai envie de dire, concrètement. Bah merci encore Ben et Jo. Et voilà, donc je vous propose qu'on clôture et donc voilà, vous aurez de l'information sur les prochains webinaires hein, de la CCI tous les mardis et jeudis à 11 h. Les prochains sur les sujets digitaux, ce sera plutôt en juin. Voilà, on vous tiendra informé. Encore merci et puis bon appétit, bonne journée. Bonne journée à vous tous, Bientôt. merci beaucoup. Bonne journée.